Alors, bonjour à tous. Bonjour madame. Bonjour, vous allez bien? Oui madame, ça va, alhamdoulilah, et vous? Merci, vous allez bien. Alors, on peut commencer, on n'a pas 5 minutes. C'est l'appareil génital féminin, yak. Oui. D'accord, on commence, oui. تعملوا هذا تكشي من ويا تنقلش قال لي شو بدنا نعمل ça? Madame, on attend 5 minutes, on vient juste de recevoir le lien. Oui, d'accord. On attend 5 minutes? Oui, 5 D'accord, minutes. oui. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui madame. Très bien. Donc, vous voyez l'écran? Oui madame, on le voit. Très bien. Donc, aujourd'hui, on va faire donc les gonades féminines, c'est les ovaires. Donc, l'appareil génital féminin regroupe l'ensemble des structures et des organes qui participent à la fonction de reproduction. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez augmenter votre voix? Ah, d'accord. Alors, l'appareil génital féminin regroupe l'ensemble des structures et des organes qui participent à la fonction de reproduction chez la femme. Ne devient complètement fonctionnel qu'au moment de la puberté. Donc, l'appareil génital féminin peut être divisé donc en 3 unités structurales selon une classification fonctionnelle. On commence d'abord par les glandes génitales, c'est les ovaires. Et la deuxième unité, c'est le tractus génital, qui est représenté donc par des conduits musculo-membraneux qui assurent le transport des gamètes, leur rencontre et la gestation. Donc, les 2 trompes de Fallope ou l'oviducte, ou bien les trompes utérines. On a aussi l'utérus et le vagin. Et comme troisième, et aussi les organes génitaux externes. Donc, la vulve, le clitoris, les glandes associées, c'est les glandes de Bartholin. Et aussi, la troisième unité, c'est les glandes mammaires. Donc, les fonctions de l'appareil génital féminin. Donc, l'appareil génital féminin permet de produire donc, des hormones sexuelles et aussi des gamètes, les gamètes femelles. Et cette fonction-là n'assurait pas les ovaires. On a aussi permis d'accueillir les spermatozoïdes et favorise la fécondation grâce aux trompes utérines. Et aussi permet d'héberger l'embryon, lui fournit un environnement donc adéquat à son développement, c'est l'utérus. Donc les ovaires sont des gonades féminines et donc sont des organes ovoïdes, donc de 3 cm sur 1,8 cm en moyenne. Donc, il est plus ou moins donc, directement coiffé
par le pavillon de la trompe utérine, qui sont logés donc dans une dépression du péritoine. Et donc, elle est maintenue dans leur position par 4 ligaments. Et donc, les ovaires exercent donc 2 fonctions. Donc, on a une fonction endocrine et aussi une fonction exocrine. Donc, la fonction exocrine, c'est la production des gamètes femelles, c'est-à-dire les ovocytes type 2. Et la fonction endocrine, c'est la production des hormones sexuelles, c'est les oestrogènes et la progestérone. Ces 2 fonctions-là sont liées à la même unité morphologique, c'est le follicule ovarien. Donc, ce que vous voyez ici, donc c'est une coupe histologique qui montre donc l'ovaire, une coupe longitudinale montrant la structure de l'ovaire avec ces 2 zones-là. Donc, on a la zone périphérique et la zone centrale qu'on va détailler donc après. Avant de commencer la structure donc histologique de l'ovaire, j'aimerais bien de faire un petit rappel concernant l'ovogénèse. Donc, l'ovogénèse, c'est la formation et la maturation des ovocytes jusqu'au stade fertile. Donc, commence pendant la période embryonnaire. Et donc, elle présente 3 étapes. Donc, on a la première phase, c'est la phase de multiplication. Ensuite, on a la deuxième phase, c'est la phase d'accroissement et de différenciation. Et la troisième phase, c'est la phase de maturation. Donc, pendant la vie fœtale et embryonnaire, donc on a des cellules germinales primordiales qui vont se différencier, c'est-à-dire en ovogonies, dans le sexe féminin. Donc, on a un stock des ovogonies, donc ces ovogonies qui présentent 2 ailes de chromosomes. Donc, ils vont subir des multiplications, donc ils vont se diviser par mitose. Et après, ils vont se différencier en ovocyte 1. Donc, c'est-à-dire ils vont se transformer vers le 5e mois de développement embryonnaire en ovocyte 1. Mais tous ces ovocytes-là sont bloqués en prophase 1. Et donc, vers le 5e mois, on a donc la transformation des ovogonies en ovocyte 1. Toujours 2 ailes de chromosomes. Donc par mitose. Après, la deuxième phase, c'est-à-dire de la période fœtale jusqu'à la naissance. Donc, on a à peu près vers le 7e mois de développement embryonnaire, c'est-à-dire de la vie intra-utérine. Donc, on a des follicules. Donc, il y a ces ovocytes-là. Ils sont donc commencés à entourer par des cellules. Donc, comme vous voyez ici, il y a des cellules. Donc, c'est des cellules folliculeuses. Donc, qui vont former un follicule primordial. Et donc, on a un stock de follicules primordiaux, donc à peu près de 7 millions, vers le 7e mois. D'accord? Vers le 7e mois de la vie intra-utérine. Et donc, à la naissance, il reste que 1 million de follicules, c'est-à-dire d'ovocytes 1. Toujours, c'est des follicules primordiaux. Après, de la naissance à la puberté, il y a toujours diminution de nombre. Donc, il reste que 400 000 d'ovocytes 1. Et donc, à partir de la puberté, donc, il reste que 400 ovules et 400 ovocytes. D'accord? Donc, vous voyez, donc on commence d'abord par 7 millions, ensuite 1 million, ensuite 400 000, après, dès la puberté, c'est 400 ovocytes
qui commence, c'est-à-dire le cycle ovarien, donc à partir de la puberté jusqu'à la ménopause, pour les deux ovaires. D'accord? C'est clair? Madame, c'était quoi la deuxième, la période fœtale jusqu'à la naissance au 7e mois? Je n'ai pas bien compris. Donc, je répète. Donc, on a pendant la première période, c'est-à-dire la vie embryonnaire, au début, il y a donc, qui a déjà l'embryologie, donc on a des ovogonies. Les ovogonies vont se multiplier, donc ils vont se transformer en ovocyte 1, donc vers le 5e mois. Donc, il y a transformation des ovogonies en ovocyte 1. Donc, 5e mois, on a des ovocytes 1, d'accord, qui sont bloqués en prophase 1. Après, on a donc on a vers le 7e mois, c'est-à-dire au cours de cette période, il y a la formation des follicules. Et donc, on a beaucoup plus, c'est des follicules primordiaux. Donc, c'est des ovocytes 1 qui sont entourés par des cellules folliculeuses et avec une membrane qui donc isole le tissu environnant. Et donc, on aura vers le 7e mois de la vie intra-utérine, il y a 7 millions de follicules primordiaux. D'accord? Après, donc, de 7e mois à la naissance, il reste que 1 million d'ovocytes 1 ou de follicules primordiaux qui vont se transformer. D'accord? Qui vont donner des ovocytes, c'est-à-dire qui est devenu donc devenir des follicules gamétogènes et donner des ovocytes. 2. D'accord? Et de la naissance à la puberté, donc à partir de la naissance, à la puberté, il reste que 400 000. D'accord? 400 000, toujours ovocytes aux follicules primordiaux, les follicules primordiaux. Après, donc, à partir de la puberté, il reste que 400 ovocytes. C'est clair? Oui. Vous me suivez? Oui, madame. D'accord. Et madame. Donc oui, allez-y. C'est quoi la différence entre le follicule primordial et l'ovocyte 1? C'est-à-dire l'ovocyte 1, donc c'est une donc à partir de l'ovocyte 1, il y aura de fécondation. Mais l'ovocyte au niveau de l'ovaire, toute seule. Les autres sont protégés. Et donc, ils sont protégés par quoi? Par les follicules. D'accord? Par les follicules. Et donc, tous les l'ovocyte 1, tous les entourés par les cellules folliculeuses. D'accord? Les cellules folliculeuses, ils sont donc entourés par donc ils vont entourer l'ovocyte 1. Après, il y a une membrane qui est donc qui recouvre le tout et donc qui permet d'isoler du tissu environnant. Donc le premier follicule, c'est le follicule primordial qui contient l'ovocyte 1 avec quelques cellules, donc folliculeuses ou folliculaires avec une membrane. C'est la membrane de Slavchinski qu'on le verra après pour les follicules, pour les différents follicules. D'accord? Oui, merci. De rien. Donc c'est clair pour le... C'est clair? Oui, madame, c'est clair. Donc l'ovaire, je répète encore, a une double fonction. Donc une fonction exocrine, c'est la formation et la libération des gamètes femelles, c'est les ovocytes. Et une fonction endocrine, c'est la production des hormones sexuelles, ce sont des hormones donc stéroïdes, c'est les oestrogènes et progestérone. Et les deux fonctions sont liées à la même unité morphologique, c'est le follicule ovarien. Donc il y aura la synthèse des hormones et aussi la libération et la formation des gamètes femelles. D'accord? C'est pas comme le testicule. Testicule, on a dit que les tubes séminifères qui forment et libèrent donc les gamètes mâles. Et on a les cellules de Leydig qui vont sécréter les hormones sexuelles. D'accord? Maintenant, la structure histologique. Donc, les ovaires, on a deux, donc qui sont des organes rétropéritonéaux. Ils sont de forme ovoïde, donc ce sont des organes aussi aplatis qui sont situés donc
la cavité pelvienne. Donc, en microscopie optique, sur une coupe longitudinale, donc on peut décrire deux régions. Donc, de la périphérie toujours vers le centre, on a deux régions. La région périphérique, c'est la région verticale ou le cortex ovarien. Et la région centrale, c'est la médulaire ou la médula. D'accord? Donc, ça, c'est une coupe histologique. Donc, une partie de l'ovaire. Ce que vous voyez ici, donc, c'est une coupe longitudinale. On a donc deux parties. Donc, on a la région périphérique. Tout ça, c'est la région périphérique. Et on a la région centrale. La région périphérique s'appelle la corticale ou le cortex ovarien. Et la région centrale, c'est la médulaire ou la médula. Donc, le cortex ovarien est constitué donc des follicules à plusieurs stades. Ce que vous voyez ici, tout ça, c'est des follicules. Donc, ce qu'on a, les follicules, ce sont les unités morphologiques de l'ovaire qui sont responsables de la sécrétion et des hormones sexuelles et aussi la libération et la formation des gamètes femelles. D'accord? Et les follicules sont présents qu'au niveau du cortex. Ils sont absents au niveau de la médula. Par contre, la médula est richement vascularisée, contient beaucoup de vaisseaux sanguins, des nerfs aussi. D'accord? Donc ça aussi, c'est une coupe aussi histologique. Donc longitudinale de l'ovaire. Donc je répète, donc on observe deux régions, la région périphérique et la région centrale. La région périphérique, c'est la corticale ou le cortex ovarien, donc qui est composé donc donc on commence de la périphérie vers le centre. Donc elle est la corticale constituée de quoi? Donc d'un épithélium germinal à la périphérie. Ensuite, on a l'albuginée. Par la suite, on a le stroma. Donc, dans le stroma conjonctif, il y a les différents stades de follicules. C'est les follicules ovariens. Donc, et la zone centrale de l'ovaire, donc c'est la médula ou la médulaire, c'est un tissu conjonctif donc, qui est richement vascularisé. Donc, ce que vous voyez ici, donc c'est du tissu conjonctif qui contient beaucoup de vaisseaux sanguins, donc artères, veines et les nerfs aussi. Et ce que vous voyez ici, c'est le hile de l'ovaire, donc qui est toujours maintenu. On indique que l'ovaire toujours maintenu par les ligaments. Ça, c'est un ligament. D'accord? Et ça, c'est le hile de l'ovaire. Je répète encore, donc la corticale ou le cortex ovarien, donc qui est constitué de la périphérie vers le centre par donc un épithélium germinatif ou c'est un épithélium cubique simple. Au-dessous de cet épithélium, il y a l'albuginée, donc qui est semblable à l'albuginée de testicule, mais c'est une couche donc fine donc de tissu conjonctif. Et par la suite, on a le stroma conjonctif. Au niveau du stroma, il y a du tissu conjonctif, il y a aussi les différents stades de follicules ovariens. En commençant par le premier stade, c'est le follicule prémordial, après primaire, secondaire, tertiaire et ainsi de suite. Et au niveau de la médulaire, c'est la zone centrale de l'ovaire, donc c'est du tissu conjonctif lâche qui est richement vascularisé et innervé. D'accord? C'est clair? Oui, madame. Maintenant, on commence d'abord par la zone corticale. Donc la zone corticale, c'est la couche la plus importante de point de vue fonctionnel. Et donc, limitée par un épithélium simple cubique, ou simple cubique bas, ou bien aplati. D'accord? Et donc, sous l'épithélium, il y a une couche. Cette couche, donc, fibreuse,
est semblable à l'albuginée des testicules. Donc, on l'appelle ici l'albuginée ovarienne. Et au-dessous de l'albuginée, donc, on a un stroma conjonctivo-vasculaire ou bien stroma cortical. Donc, l'albuginée, on a dit que c'est une couche fibreuse. Et donc, c'est du tissu fibreux qui est mince. Et donc, l'épaisseur, une épaisseur anormale de cette couche, donc, va rendre l'expulsion de l'ovocyte difficile, sinon impossible. D'accord? Et d'ailleurs, c'est une cause aussi d'infertilité primaire, c'est-à-dire c'est chez les femmes qui n'ont jamais fait une grossesse. D'accord? Donc, donc, sous la couche fibreuse, c'est-à-dire sous l'albuginée, il y a le stroma donc, cortical. C'est un stroma conjonctivo-vasculaire qui est constitué donc, de très nombreux fibroblastes. Il y a beaucoup de fibroblastes. Il y a donc des myofibroblastes aussi. Il y a aussi des fibres élastiques. Donc, les fibroblastes, ils sont disposés souvent en tourbillon. D'accord? Vous me suivez? Et entre les fibres élastiques et les fibroblastes, il y a les follicules ovariens. D'accord? Madame. Oui. S'il vous plaît, pour l'épithélium ovarien et pour l'albuginée, est-ce qu'ils font partie de la zone corticale de l'ovaire? Oui. Ils font partie de la zone corticale. D'accord? C'est pas comme les autres organes, toujours on décrit la capsule toute seule après le parenchyme. Là, au niveau de l'ovaire, non. Ça fait partie de la zone corticale. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport aux fibroblastes? Je n'ai pas bien entendu. Oui, les fibroblastes, donc au niveau du stroma conjonctivo-vasculaire, c'est-à-dire le stroma cortical, il y a beaucoup de cellules, c'est les cellules des fibroblastes. Ces cellules-là, ces fibroblastes, qui sont donc disposées souvent en tourbillon. D'accord? Et entre les tourbillons, c'est-à-dire entre les fibroblastes et les fibres élastiques, il y a donc les différentes follicules, c'est-à-dire les follicules à différents stades. D'accord? Donc, la zone parenchymateuse qui est déformée en permanence par l'évolution et l'involution des follicules. Parce qu'on a des follicules évolutifs et des follicules involutifs. D'accord? Donc, on trouve des follicules ovariens, on trouve aussi des corps jeunes, c'est-à-dire suite à l'ovulation, il y aura un follicule donc déhiscent, par la suite, il va se transformer en corps jeune. Il y a aussi, après, donc, il y a la dégénérescence des corps jaunes qui deviennent des corps fibreux, ou le corps albicans, ou bien le corps blanc. D'accord? C'est clair pour la zone corticale? Ou je répète encore? Vous m'entendez? Je vous entends. Oui, madame. Donc, c'est clair pour la zone corticale, ou je répète? Oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair? Madame, vous pouvez répéter la localisation des follicules exacts dans le stroma conjonctif? Je répète. Donc, l'ovaire comporte deux zones. La zone périphérique, c'est la zone corticale. La zone centrale, c'est la zone médulaire. La zone corticale, c'est la couche la plus importante du point de vue fonctionnel. Parce que il y a les follicules ovariens. Donc, cette couche-là, cette corticale, est limitée à l'extérieur par un épithélium. C'est un épithélium qui est cubique simple, ou bien cubique simple, cubique bas, ou bien épithélium aplati. Sous l'épithélium, donc sous l'épithélium, l'épithélium s'appelle l'épithélium ovarien ou bien l'épithélium germinatif. D'accord? Sous l'épithélium ovarien, il y a une couche. Une couche, donc c'est du tissu fibreux, donc qui s'appelle donc l'albuginée. Donc une couche qui est mince. Donc c'est l'albuginée ovarienne. Donc semblable que de l'albuginée testiculaire. Mais là, c'est une couche vraiment fine. D'accord?
Et on a aussi, donc sous cette couche-là, sous la buginée, il y a le stroma. Le stroma cortical ou le stroma conjonctivo-vasculaire. Donc, il y a le stroma riche en cellules, surtout en fibroblastes. D'accord? Riche en fibroblastes, et on trouve aussi des myofibroblastes, mais beaucoup plus des fibroblastes qui sont souvent disposés sous forme d'un tourbillon. D'accord? Et entre les, c'est-à-dire le tissu conjonctif, entre les fibres élastiques et les fibroblastes, il y a la zone parenchymateuse, donc qui s'appelle les follicules ovariens. Donc il y a les différents stades de follicules. On a des follicules ovariens. On commence par le premier stade, c'est le follicule primordial. Après, follicule primaire, secondaire, tertiaire, follicule mûr. Après, le follicule déhiscent. Ensuite, on a donc le follicule déhiscent qui va se transformer en corps jaune. Et le corps jaune, il va se transformer aussi en corps fibreux ou corps albicans ou bien le corps blanc. D'accord? Donc, la zone corticale, c'est la zone, les follicules ovariens. D'accord? C'est pas la médulaire, la médulo-corticale, la médulaire, pardon, la zone médulaire. La zone médulaire, jamais qu'il y a les follicules. Les follicules se trouvent au niveau de la zone corticale. D'accord? D'accord? Oui. Vous suivez? Donc, ça, c'est une coupe histologique qui montre donc une partie de l'ovaire. Donc, ce que vous voyez ici, donc toujours la coloration cellulaire malaisie. Ce que vous voyez ici, ça, on commence d'abord par la périphérie. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur, on a dit que l'ovaire est constitué de deux régions. La première région périphérique, c'est la région corticale ou le cortex ovarien. C'est le cortex ovarien. Et donc, elle est constituée de quoi? Donc, de la périphérie vers le centre, on a l'épithélium germinatif ou l'épithélium ovarien. Donc, c'est un épithélium cubique simple ou bien aplati. C'est un épithélium aplati. Sous l'épithélium germinatif, il y a une couche fibreuse. Une couche fibreuse, donc ça s'appelle l'albuginée ovarienne. Après, sous l'albuginée, il y a le stroma cortical. Tout ça, c'est le stroma cortical. Le stroma cortical, c'est un stroma qui est conjonctivo-vasculaire. Donc, il y a beaucoup plus de cellules. Il y a beaucoup plus de cellules, il y a des fibroblastes. Tout ça, c'est des fibroblastes qui sont souvent disposés en tourbillon. D'accord? Et entre les cellules, il y a aussi des fibres élastiques. Il y a aussi des fibres élastiques et aussi on trouve, donc dans le stroma, il y a les follicules. Tout ça, c'est les follicules à différents stades. D'accord? On a les follicules évolutifs, c'est-à-dire gamétogènes. On commence par les follicules donc, primordiales, après follicules primaires, secondaires et tertiaires. Et les follicules involutifs, donc, et aussi on a le corps jaune et tout ça, on le verra après. D'accord? Madame, quand vous dites quand vous dites cellules, vous faites référence aux follicules? Non. Il y a d'autres cellules. Oui, il y a les fibroblastes, ce que vous voyez ici, tout ça, c'est des noyaux des fibroblastes. D'accord? Et entre les cellules, les fibroblastes, il y a aussi les fibres élastiques. Et aussi, on n'oublie pas que les follicules aussi sont constitués de cellules. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on dit à prédominance cellulaire. C'est par rapport à les cellules qui se trouvent, c'est-à-dire au niveau du stroma, c'est les fibroblastes et les myofibroblastes, et aussi les cellules des follicules. D'accord? Oui. Maintenant, la deuxième zone, c'est la zone centrale. Donc, c'est la médulaire ou la médula. Donc, elle est en continuité avec le hile ovarien. Donc, c'est un tissu conjonctif donc, qui est riche en vaisseaux sanguins. On trouve des gros vaisseaux sanguins, c'est-à-dire des parois épaisses. Et aussi, on trouve des vaisseaux lymphatiques. Il y a aussi des fibres nerveuses avec divers types cellulaires. Donc,
la zone médulaire est d'aspect fibreux, c'est-à-dire c'est du tissu conjonctif, et aussi contiennent des reliquats embryonnaires. C'est ce qu'on appelle le rete ovarien. D'accord? Et donc, la zone médulaire représente donc voie de passage des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques et aussi des nerfs. D'accord? Je répète pour la zone médulaire. La zone médulaire, donc, elle est en continuité avec le I. Et donc, contient aussi de gros vaisseaux, des vaisseaux lymphatiques, des fibres nerveuses et divers types cellulaires. Et d'aspect donc fibreux qui contient aussi des reliquats. Donc, il divise la zone médulaire en deux zones. Donc, il y a la zone superficielle et la zone hilaire. Donc, la zone superficielle, c'est-à-dire sous le stroma cortical, formée de quoi? Formée de tissu conjonctif, lâche qui est riche en vaisseaux sanguins. Et la deuxième zone, qui est la zone hilaire, c'est-à-dire en rapport avec le hile ovarien, et donc elle est fibreuse et présentant aussi des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques et aussi les reliquats embryonnaires comme le rete ovarien, d'accord? Ou bien les résidus aussi des canaux de Wolff. D'accord? Est-ce que c'est clair? Vous me suivez? Madame, elle contient des canaux. Madame, c'est quoi Les canaux, les résidus. Oui. Les résidus du canal de Wolff, oui. Parce que Des résidus du canal de Wolff. Oui. Le rete ovarien, c'est ça. Voilà. C'est les connexions urogénitales dans l'embryologie. D'accord? Madame, pour l'épithélium germinal, vous avez dit qu'il peut être cubique bas ou bien aplati. C'est-à-dire que les cellules ont deux formes. Oui. Cubiques soit aplaties. Cubiques, ils sont dans la forme cubique, mais ils sont bas. Genre, mais c'est vraiment cubique. Ils connaissent les hapés ou là aussi aplatis, comme les cellules comme la paroi de l'endothélium, comme l'endothélium. Les cellules de l'endothélium plutôt. Ce sont des cellules aplaties. D'accord? Oui, d'accord. C'est la même chose. C'est clair? Oui. C'est clair pour la zone médulaire? Madame, répétez s'il vous plaît. Donc, la zone médulaire, je dis que donc, elle est en continuité avec le hile. Et donc, on peut diviser en deux zones, en deux parties. La première partie, c'est la zone superficielle, qui est juste au-dessous du stroma cortical. Donc, là, au niveau de cette zone, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ou formé de quoi? Formé de tissu conjonctif, lâche, avec des vaisseaux sanguins, des gros vaisseaux sanguins. D'accord? Et la zone hilaire, c'est-à-dire en rapport avec le hile ovarien, donc là, on trouve donc le tissu fibreux qui donc contient aussi des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques, aussi des fibres nerveuses et tout ça. Et on trouve aussi des reliquats embryonnaires comme le rete ovarien. D'accord? Et donc, la zone médulaire représente ou correspond la voie de passage des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques et des nerfs. D'accord? C'est clair? Oui, madame. Madame, qu'est-ce qu'il faut par ces deux zones-là? Elles sont séparées par quoi? Ils sont séparés par quoi? Ils ont décrit comme ça. Donc, ils ont dit que la médulaire comporte donc deux régions. La zone superficielle, ça, c'est juste au-dessous du stroma. Et la zone hilaire, c'est-à-dire par rapport au hile. On le trouve ici. D'accord? Madame, et cette Par rapport au hile, oui, le hile, il est ici. Regardez. On a le hile. Et donc, le hile, il compte beaucoup plus que les vaisseaux sanguins. D'accord? Donc, on appelle c'est voie de passage des vaisseaux sanguins et aussi des nerfs. D'accord? Et qu'est-ce qu'on trouve là aussi? On trouve aussi des vaisseaux sanguins. Et en réalité, c'est la même chose. Donc, si on divise ou on ne divise pas, donc c'est la même chose, c'est la même structure. C'est clair? Madame,
madame, j'ai pas compris c'est quoi la rette ovarie, le rette ovarie. La rette ovarie, lors de l'embryologie, c'est-à-dire quand on a fait la gonade indifférenciée, le stade de gonade indifférenciée, on a vu, il y a aussi les canaux de Wolff. Les canaux de Wolff. Et donc, les canaux de Wolff, il y a des tubules mésonéphrotiques. Et donc, les tubules mésonéphrotiques, ils vont faire des connexions avec les cordons, avec la gonade indifférenciée. Ils vont former un réseau, comme si un réseau canalaire, ça s'appelle le RET, au cours de la gonade indifférenciée. Par la suite, l'homme, il devient donc le RET testis, la femme, tous les RET ovaries. Par la suite, elle va, donc, chez la femme, il va se dégénérer. D'accord? Mais l'homme, il reste. Donc, c'est un réseau de canalicules, les photominos, les spermatozoïdes, ce qu'on a fait hier. D'accord? Et RET ovarie, il va disparaître. Donc, c'est pour ça qu'on dit un reliquat embryonnaire. Il n'y a pas donc les connexions. D'accord? Oui. Chez l'homme, le RET testis, c'est les résidus du canal de Muller, chez l'homme. C'est les résidus du canal de Muller. Oui. C'est-à-dire que c'est des connexions, voilà, c'est des connexions urogénitales au début. Parce que après la femme, il y a des générations dans les canaux de Wolff. D'accord? Mais chez l'homme, il y a les belles qui vont former les voies génitales. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Merci. C'est clair? De toute façon, madame, merci. Donc, RET ovarie. D'abord, donc par le premier stade, c'est le stade de RET. RET, c'est des connexions urogénitales, c'est-à-dire des connexions avec la gonade indifférenciée et les tubules mésonéphrotiques des canaux de Wolff. Par la suite, ils vont se différencier en RET testis chez l'homme, RET ovarie chez la femme. D'accord? Et RET ovarie chez la femme, donc il va se dégénérer. D'accord? C'est pour ça, au niveau de la médula, donc il y a une dégénérescence, c'est-à-dire il reste toujours quand même des reliquats embryonnaires, c'est-à-dire des vestiges comme ça, il y a au niveau du île ovarien. D'accord? C'est clair? Oui, c'est clair. Oui, donc, madame, ça, merci. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Donc c'est clair pour la zone médulaire? Oui. Donc, ça, c'est une coupe aussi qui montre l'ovaire. D'accord? Montre l'ovaire. Donc, vous avez qu'il y a deux couches. D'accord? Deux zones. Dans la zone, c'est la zone corticale. D'accord? Et ça, c'est la zone médulaire. Très bien. Donc, la zone, donc la zone médulaire, qu'est-ce qu'on trouve au niveau de la zone médulaire? Les vaisseaux sanguins, les nerfs. Les vaisseaux sanguins, des nerfs, des lymphatiques. Très bien. Et le type de tissu, c'est du tissu conjonctif? Lâche. Lâche, très bien. Ou fibreux, donc riche en fibres aussi. Et la périphérie, la zone corticale. Donc, ce qui est important, c'est la zone corticale. Qu'est-ce que vous voyez ici? Les follicules. C'est les follicules ovariens. Les follicules ovariens à différents stades. C'est-à-dire qu'il y a de différenciation et de maturation des différentes follicules. On commence d'abord par, vous voyez ici, c'est des follicules. C'est les petits follicules, c'est des follicules Primordial. Après, on a les follicules Primaire. Secondaire. Tertiaire et de grâce. les follicules tertiaires, bien mûr. Follicule de Graaff ou bien mûr? Très bien. Donc, le follicule mûr, déjà, il peut former vers, c'est-à-dire au milieu du cycle ovarien. D'accord?
au milieu du cycle ovarien, c'est-à-dire en J14. Donc, il y a le follicule mûr. Donc, là, qui va faire quoi? Donc, ce follicule, quoi? Il va faire quoi? Donc, il va faire une pente ovulaire. L'ovulation. L'ovulation, 14e jour. Donc, en G14, il y a L'ovulation. Une expulsion de l'ovocyte. L'ovule. l'ovocyte. Bien de l'ovocyte, voilà. Merci. Transformation. Avec donc le premier globule polaire. D'accord? Là, jusqu'au là, toujours, il y a des follicules qui présentent un ovocyte type 1, de premier ordre. D'accord? Au moment de l'ovulation, donc il y a une division méiotique. Cette division méiotique, il va se transformer l'ovocyte 1 en l'ovocyte 2 et le premier globule polaire. D'accord? Et donc, le follicule devient toujours suite à une décharge de LH. Hein. N'oubliez pas que le LH qui favorise l'ovulation. D'accord? Et donc, ce follicule-là, le reste du follicule mûr, le follicule mûr, donc il y a expulsion de l'ovocyte au niveau de trompe. Et donc, le follicule mûr, il va se transformer. Et il va se transformer Corps jaune. Un corps jaune. Très bien. Le corps jaune du corpus albicans, qui sécrète la progestérone. Le corps Très jaune bien. qui sécrète la progestérone. Et donc, le corps jaune, donc, c'est-à-dire deux voies. S'il y a fécondation, s'il n'y a pas de fécondation. D'accord? S'il y a fécondation, donc, ce corps va se transformer en corps jaune gestationnel ou gestatif. D'accord? Donc, qui dure 3 mois, qui va assurer le maintien de la grossesse pendant les 3 premiers mois, jusqu'à, c'est-à-dire le placenta prend la relève. D'accord? D'ici, il y a fécondation. Donc, le corps jaune devient corps gestationnel ou corps gestatif. Donc, ce corps Madame. gestatif, donc, oui. Mais le corps jaune gestatif, c'est celui qui sécrète la progestérone ou bien non? Oui, il sécrète la progestérone et l'oestrogène. Donc, il sécrète les Ah, il deux. y a des oestrogènes, mais en petite quantité. C'est le progestérone qui domine. Oui, mais c'est par rapport s'il y a fécondation ou s'il n'y a pas de fécondation. Donc, s'il y a fécondation, on a l'oestrogène et la progestérone. Et en grande quantité, la progestérone. D'accord? Elle dit dans le cas, s'il y a fécondation. S'il n'y a pas de fécondation, le corps jaune a Disparaît. une durée de vie. La fin de la scène. Madame, il va persister, si je ne me trompe pas, 14 jours. Puis il va dégénérer. Très bien. 2 semaines, oui, soit. C'est vrai, c'est C'est 2 semaines, exactement. C'est 2 semaines. Oui, entre 10 jusqu'à 14 jours. D'accord? Après, il va mourir. Donc, c'est-à-dire vergileuse. Ça, c'est en absence de fécondation qu'il meurt au bout du 14e jour. Absence de fécondation. Et on l'appelle le corps jaune Progestatif. progestatif. Très bien. Corps jaune progestatif. Et dans le cas de fécondation, donc on l'appelle. Il est gestatif. 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 Très bien. Et donc, à la fin, donc après, donc. Oui. C'est le corps blanc. C'est le corps jaune en absence de fécondation. À la fin, donc, il y a transformation de ce corps jaune, donc parce que même s'il y a fécondation, c'est-à-dire les 3 premiers mois, ben, après, il va se dégénérer, d'accord? Parce que ça a formé le placenta, le relais, donc il y a tous les besoins de les hormones. Donc, il y a à la fin, quand même, transformation en corps blanc, d'accord? Donc, le reste du corps jaune devient le corps blanc, le corpus albicans. D'accord? C'est clair? Oui. Donc, vous remarquez au sein de cette cortica, vous avez les différentes phases
de folliculogénèse. Donc, il y a les différentes follicules qui contiennent donc chacun un ovocyte type 1 qui est bloqué en prophase 1. D'accord? Et donc, il y a la médulaire, comme vous avez dit, donc la médulaire qui est caractérisée donc par quoi? Par l'absence donc totale de follicules. Il n'y a pas de follicules au niveau de la zone médulaire. D'accord? Et donc, c'est du tissu conjonctif lâche et richement vascularisé et innervé. D'accord? Très bien. Donc, contient des vaisseaux sanguins, des artères et des veines, des nerfs aussi. D'accord? Et aussi des vaisseaux lymphatiques. C'est clair? Madame, quand on avait dit aspect fibreux, c'est par rapport à quoi? L'aspect fibreux, c'est-à-dire il devient fibreux. La dégénérescence, parce que la dégénérescence des follicules ovariens, des fois, il se fait par donc, la fibrinolyse, c'est-à-dire par c'est-à-dire il devient des fibres. Genre, il va c'est-à-dire se transforme en structure fibreuse. C'est ça. Donc, les cellules et tout ça, ils vont comme des fibres. D'accord? Parce qu'il y a des follicules, on le verra après, ils développent par exemple des kystes, ils deviennent des kystiques, genre ils vont former des kystes. D'accord? Ou bien hémorragiques, ou bien tout dépend. Parce qu'il y a des follicules qui font la dégénérescence terme. C'est-à-dire c'est surtout par rapport aux follicules involutifs, je parle. D'accord? Oui. Parce qu'il y a aussi des corps jaunes qui vont vacuoliser par des lipides. Genre après, il y aura une dégradation par les graisses. D'accord? Soit par les fibres, c'est-à-dire fibreux, ou bien par les lipides. La lipolyse. Voilà. Donc, ce schéma-là, qui représente donc aussi l'évolution des follicules dans l'ovaire. Donc, on va faire un petit rappel sur les follicules. Donc, il y a les follicules évolutifs, il y a les follicules involutifs. Donc, et on a les follicules, parmi les follicules évolutifs, c'est-à-dire les follicules gamétogènes, c'est-à-dire qui commencent de la puberté à la ménopause. Et donc, on a de la puberté à la ménopause, on a un stock d'ovocytes ou bien des follicules qui vont donc, c'est-à-dire, ils vont donner des gamètes pour les deux ovaires. D'accord? On va dire la ménopause. Donc, quand on arrive à la ménopause, donc il y a le stock qui est égal à 0 pour les deux ovaires. D'accord? Et donc, les follicules vont assurer la libération périodique des gamètes mûrs. D'accord? C'est-à-dire de façon cyclique. Et ils siègent aussi, on a dit que toujours les follicules siègent dans la zone médulaire ou corticale. 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 La médulaire, jamais la follicule. D'accord? Oui, la médulaire, c'est des vaisseaux sanguins et des nerfs. Très bien, très bien. Et donc, on commence d'abord par le premier follicule, c'est le follicule primordial. Ce que vous voyez ici, ça. C'est des follicules primordiales. Alors, follicule primordial, donc c'est le premier stade formé de quoi? Formé, déjà primordial, et avant la naissance, c'est des follicules primordiales. Et donc, ils sont constitués de quoi? De prémons. Des ovogonies. Primaire. L'ovocyte 1. Et Bloqué à la phase 1. Très bien. Et aussi Des ovogonies. Des ovogonies. Non, ce n'est pas des ovogonies. Oui, parce que j'ai vu ici que c'est écrit ovogonie. Bon. C'était des ovocytes primaires entourés de cellules folliculaires. Voilà, mais on a vers le 5e mois, les ovogonies vont se transformer en ovocytes. Ovocyte 1. D'accord? Oui. C'est clair?
Les ovogonies, ils vont se transformer, ils vont se multiplier Au d'abord. 5e mois. Transformer en ovocyte 1. Vers le C'est au 5e 5e mois, mois. on n'a que les ovocytes 1. D'accord? Oui. Qui sont Madame. bloqués. Bloqué en prophase 1. Très bien. Donc, c'est Madame. clair? Oui. Madame, c'est-à-dire qu'à la naissance, on aura seulement des ovocytes 1. Oui. Pas de On n'a que ovogonie. les ovocytes 1. Ils sont bloqués en prophase 1. D'accord? Il n'y aura pas d'ovogonie. Il y aura d'autres follicules, c'est-à-dire ils peuvent se transformer, c'est-à-dire en follicule primaire, c'est-à-dire le follicule, je parle de follicule. Non, je L'ovocyte, Pour les ovogonies. non, l'ovogonie, vers le 5e mois, il y a la transformation des ovogonies en ovocytes 1, qui sont bloqués en prophase 1. Ce sont des cellules, toujours, 2 ailes de chromosomes. D'accord? Oui. Après, la puberté, c'est-à-dire ça commence le cycle ovarien et tout, là, ce sera la division. Donc déjà, au moment de l'ovulation, ce sera la division méiotique. D'accord? La première division méiotique, c'est la méiose réductionnelle, c'est-à-dire la réduction, c'est-à-dire de la cellule 2 un chromosome devient ovocyte 2 avec un chromosome, cellule haploïde. D'accord? C'est-à-dire pour préparer à la fécondation. D'accord? Mais, c'est-à-dire au cours de la période, c'est-à-dire chez l'enfance, ou bien au cours de, c'est-à-dire avant la naissance, il y aura aussi d'autres follicules. C'est-à-dire on peut trouver d'autres follicules, par exemple follicule primaire ou secondaire, il peut se transformer de follicule primordial en primaire ou bien en secondaire. Mais après, il va se dégénérer. D'accord? C'est clair? Mais toujours l'ovocyte 1. L'ovocyte 1 bloqué en prophase 1. Vous m'entendez? Oui, madame. Oui. Vous m'entendez? Oui, madame. Très bien. Donc c'est clair? C'est clair pour l'ovocyte 1? Oui. Et donc, le follicule primordial est constitué de quoi? D'un ovocyte 1. Bloqué à prophase 1. Très bien. Prophase 1. Tout autour de l'ovocyte 1, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une couche Entouré des cellules folliculaires. de cellules folliculaires ou de cellules folliculeuses. C'est des cellules qui sont des cellules aplaties. Aplaties. Et donc, pour différencier du reste de stroma, donc ce follicule, donc il est entouré d'une membrane, d'accord? Entouré d'une membrane qui s'appelle la membrane de Slavjensky, d'accord? Donc, follicule primordial est constitué de quoi? Ovocyte 1 et la membrane 2. Très bien. Et la membrane. Avant la membrane, Les cellules folliculeuses. Oui, la membrane, c'est pas cellules aplaties folliculeuses, d'accord? Je répète, un follicule primordial. Donc, c'est un follicule donc, on le trouve beaucoup, c'est-à-dire c'est un follicule qui est nombreux. Et donc, présente quoi? Présente un ovocyte de premier ordre, d'accord? Qui est bloqué en prophase 1. Après, entouré, donc l'ovocyte est entouré par quoi? Par une couche de cellules aplaties. C'est les cellules folliculeuses ou bien les cellules folliculaires. Le tout, l'ovocyte, cellules folliculeuses, entourée par une membrane qui s'appelle la membrane de Slavjensky, qui permet d'isoler le tissu environnant. D'accord? Sinon, peut-être, je vais la différence le reste, c'est-à-dire le stroma. D'accord? Donc, il faut la membrane qui protège donc le follicule primordial. C'est clair pour le follicule primordial? Oui, c'est clair. Après, on a le deuxième follicule, c'est le follicule primaire. Le follicule primaire, donc, constitué de quoi? De, toujours l'ovocyte 1, qui est bloqué en prophase 1. Après, qu'est-ce qu'on a?
Cellules folliculeuses. Cellules folliculeuses. Mais les cellules ne sont pas aplaties qui marquent le follicule primordial. Il devient cubique. Et donc, une couche de cellules folliculeuses cubiques. D'accord? Et le tout, donc l'ovocyte et la couche de cellules folliculeuses est entourée par quoi? Par une membrane. Donc, c'est la membrane Slavjensky. Et là, ça commence de l'apparition d'une autre membrane, c'est l'ébauche donc, de la zone pilocyte. La zone pilocyte dit entre les cellules folliculaires et l'ovocyte. Donc ça, l'ovocyte, ou ça, c'est les cellules folliculaires ou folliculeuses. Entre l'ovocyte et les cellules folliculaires, il y a l'apparition d'une membrane. La membrane, donc, qui est de nature glycoprotéique. Il dit entre l'ovocyte et entre la couche des cellules cubiques folliculeuses. D'accord? C'est clair? Et toujours, n'oubliez pas que le follicule, à la fin, il contient, donc à l'extérieur, c'est-à-dire du follicule, il y a la membrane de Slavjensky. Très bien. Donc, la membrane de Slavjensky. Ensuite, on a deuxième follicule, c'est le follicule secondaire. Le follicule Primaire. Le follicule Secondaire. Très bien. Donc, il est constitué de quoi? Toujours de l'ovocyte 1, bloqué en phase 1, Oui. des cellules folliculeuses, Oui. membrane de Slavjensky Oui. et une autre. D'accord. Donc, le follicule secondaire est constitué d'un ovocyte toujours type 1 ou 2. Type 1, bloqué en phase 1. Après, il y a, pour le follicule primaire, il y a une couche de cellules folliculeuses. Et là, au niveau du follicule secondaire, il y a plusieurs couches de cellules folliculeuses. Ce que vous voyez ici, tout ça, c'est plusieurs couches de cellules folliculeuses qu'on appelle la granulosa. D'accord? Granulosa. Et entre l'ovocyte et la couche c'est-à-dire la granulosa, il y a qu'on appelle la zone pilocyte. D'accord? Ça commence l'ébauche, c'est-à-dire une petite membrane. Par la suite, un trait, c'est la membrane ou la zone pilocyte qui est de nature glycoprotéique. D'accord? Contient beaucoup plus d'acide hyaluronique et tout ça. Et à la périphérie, là, ça commence, c'est-à-dire qu'il y a des cellules folliculeuses, à la périphérie, ça commence de former la thèque interne. D'accord? Là, ça commence de former la thèque interne. Et toujours, il y a toujours la membrane de Slavjensky à la périphérie. Alors, parmi vous qui peuvent faire la description d'un follicule secondaire. Madame, au centre, on retrouve un ovocyte 1 bloqué en prophase 1. Très bien. Ensuite, on aura des cellules folliculeuses. Très bien. Disposées en couche. Oui. On appelle Granulosa. Granulosa. Très bien, appelée granulosa. Oui. Ensuite, on a la zone pellucide. La zone pellucide située entre les couches folliculeuses. Très bien, entre l'ovocyte et la granulosa. D'accord? D'accord. Et à la fin, qu'est-ce qu'on la formation de la thèque interne. Ensuite, on aura la membrane de Slavjensky. Très bien. Ensuite, on a le troisième stade, c'est le follicule tertiaire. Alors, c'est quoi? Donc, composé de quoi? Le follicule tertiaire. Donc, il y a certains qui disent, donc, il y a le follicule préentral aussi. C'est-à-dire préentral, c'est-à-dire comme le follicule secondaire,
oui, il coule vraiment l'apparition de la couche de la tête interne. D'accord? C'est tout. Mais c'est-à-dire par rapport à son nom, préentral, c'est-à-dire avant la formation des cavités, c'est-à-dire de l'entrant. C'est clair? Donc, il y a l'apparition de la tête interne. Follicule tertiaire, il est composé de quoi? Donc, toujours, il y a augmentation de taille, n'est-ce pas? Regardez, un follicule primordial, follicule primaire, toujours, il y a augmentation de taille. Follicule tertiaire est composé de quoi? Ce que vous voyez ici, c'est Présence des cavités. la présence des cavités. Très bien. Hadouma kamel, c'est des cavités. Hadi, c'est quoi? C'est l'ovocyte. L'ovocyte 1, deuxième prophase 1. Voilà. Donc, là aussi, on a la granulosa, elle est épaisse. C'est-à-dire qu'il présente plusieurs couches de cellules folliculeuses par rapport aux follicules secondaires. Regardez, on a plusieurs couches de cellules folliculeuses, c'est la granulosa, et ça, tout ça, c'est aussi la granulosa. Et ça, c'est les cavités. Il y a des cavités qui sont remplies par le liquide folliculaire. D'accord? Et aussi, qu'est-ce qu'on trouve? La zone pélucide. La zone pélucide. Donc, la tête interne. Le secondaire, oui. La tête interne. Et la tête externe. Ça commence de former la tête externe. D'accord? La tête externe, la tête interne. Donc, c'est une structure cellulaire, contient des cellules. Donc, la tête interne qui va commencer de synthétiser l'oestrogène. Et la tête externe, c'est une structure fibreuse, contient beaucoup plus de fibres et des capillaires sanguins. D'accord? Donc, contient des capillaires sanguins aussi des fibres. D'accord? Et je reviens pour la zone pélucide. Donc, la zone pélucide, les rahidjaya entre l'ovocyte, qu'on a, et les cellules, granulosa. Les cellules de la granulosa. Donc, ça commence de former, c'est des cellules folliculaires. Ils vont former comme si un disque proligère. Un disque proligère. D'accord? Et les cellules, c'est des cellules folliculaires. Par la suite, ils vont former la corona radiata. D'accord? Tous les cellules de disposition radiaire, et donc ils vont former la corona radiata. Donc ça commence de former le disque proligère. D'accord? Et après, donc c'est le disque proligère. Après, vous l'avez aussi le cumulus oforus. D'accord? Donc cumulus oforus, où tout autour de l'ovocyte, il y a des cellules folliculeuses. Et les cellules folliculeuses, ils vont disposer radiairement, ils vont former la corona radiata. Et par la suite, les cavités. Au début, qu'on a des petites cavités, le follicule tertiaire. Il devient, directement, ils vont fusionner, ils vont former une cavité, il s'appelle l'entrant, d'accord, qui est rempli du liquide folliculaire. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair ou je répète? Madame. Oui. La tête externe, elle est entourée de la membrane du Slavjes. Oui. Toujours la membrane à la périphérie. Et la tête interne est juste là. On peut dire la tête interne juste derrière le granulosa. Après, la tête externe est là. D'accord? Donc, la tête interne, c'est une structure cellulaire. C'est des cellules thécales qui sécrètent les oestrogènes. Et la tête externe, donc qui est extérieure, donc c'est formé donc de fibres et des capillaires sanguins. Donc, c'est une structure fibreuse. D'accord? Et toujours à la périphérie, il y a avec la membrane de Slavjensky. C'est clair? Donc, follicule tertiaire et follicule de 2 grammes. Donc, follicule mûr, le follicule mûr ou le follicule de 2 grammes, donc, contient la cavité qui s'appelle l'entrant. Et on a aussi ce qu'on appelle le disque proligère qui s'appelle le cumulus oforus.
Et tout autour de l'ovocyte et de la zone pélocyte, il y a des cellules folliculeuses qui sont disposées radialement. Et donc, c'est la corona radiata. D'accord? Et donc, vers le G14, c'est-à-dire à l'ovulation, pas suite à une décharge de LH, toujours qu'on a l'hormone luteinisante qui va provoquer l'ovulation, à ce moment-là, il y a la transformation. Oui. Y a-t-il des Madame. questions? Oui. S'il vous plaît, pour les cellules técales externes et internes, est-ce qu'elles sont entourées de la membrane de Slavjensky? Técales externes et internes. Là, normalement, entouré par la membrane de Slavjensky. Les deux. Normalement, le TEC externe, Attendez. La membrane de Slavjensky, la granulosa. Pardon. La membrane de Slavjensky, la granulosa. Après, il y a la formation des deux TEC, la TEC externe, la TEC interne et la TEC externe. Voilà. c'est-à-dire la TEC externe et les éléments les plus périphériques. Voilà, très bien. Très bien. Donc, la membrane de Slavjensky est juste au-dessus de la granulosa. D'accord? Oui. Donc ici, c'est les cellules qui entourent la membrane de Slavjensky, comme j'ai dit, dit l'ami. Oui, d'accord. Merci, madame. Donc, à G14, c'est-à-dire au moment de l'ovulation, donc il y a l'expulsion de l'ovocyte. Oui. Donc, à ce moment-là, il y a la division, la première division méiotique. C'est la division, la méiose réductionnelle. C'est-à-dire qu'il y a l'ovocyte 2 avec le premier globule, le globule polaire. D'accord? Et donc, on a le follicule déhiscent. Le follicule déhiscent, c'est-à-dire il a un point. C'est-à-dire elle va faire un point de saillie, qu'on appelle le stigma. Le stigma. On a les cellules de la TEC interne, ils connaissent par rapport à l'air. D'accord? Et aussi, même aussi la TEC externe. La TEC externe fait les capillaires sanguins. Donc, riche en fibres et en capillaires sanguins. Et donc, pour maintenir, c'est-à-dire l'expulsion, je te redis l'ovocyte partir de stigma. Le point de saillie s'appelle le stigma. Il s'appelle aussi l'apex. D'accord? Et le reste du follicule mûr, c'est le follicule déhiscent. D'accord? Le follicule déhiscent. D'accord? Donc, je répète, pour le follicule déhiscent, donc l'ovocyte a repris donc la méiose. Et donc, il va se transformer en ovocyte 2. Vous me suivez? Oui. Donc, en ovocyte 2, avec expulsion de premier globule polaire. Donc, et toujours, qui sera la division méiotique, donc, l'ovocyte 2 avec le premier globule polaire, l'ovocyte 2 est déjà aussi bloqué en métaphase. D'accord? Donc, bloqué en métaphase. Et donc, la division, ça dépend. La deuxième division de l'ovocyte, selon les conditions, c'est-à-dire s'il y a fécondation ou s'il n'y a pas de fécondation. Madame. Oui. L'ovocyte se transforme en ovocyte non. C'est au niveau de l'ovulation ou bien dans le follicule de De Graaf? C'est-à-dire au moment de l'ovulation. Donc le follicule de... Il y a certains qui disent quelques heures avant l'ovulation. Donc avant ovulation, le follicule de De Graaf contient un ovocyte 1 avant l'ovulation. Oui, mais il y a quelques heures avant l'ovulation. Ça commence la division méiotique. D'accord? D'accord, merci. Et donc, il y aura l'expulsion, c'est-à-dire de l'ovocyte,
avec la préparation de l'épithélium et tout ça, l'expulsion au niveau du tronc utérin. Donc à ce moment-là, il y a la transformation, c'est-à-dire la division. Et la division méiotique. Donc c'est une division méiotique réductionnelle. Toujours, je répète, l'ovocyte 1 trouve 2 chromosomes, tout lit avec un chromosome. Donc tout lit une cellule haploïde. Voilà, une cellule avec un chromosome, c'est une cellule haploïde. Donc ovocyte 2, mais toujours pour suivre, c'est-à-dire la deuxième division, parce qu'il y a la deuxième division. Non, selon les conditions. S'il y a fécondation, la deuxième division, c'est la division équationnelle pour devenir, c'est-à-dire mature. Par la suite, les ovules mature, ça la fécondation. Ou bien s'il n'y a pas de fécondation, la position 24 heures après elle. D'accord? Mais au moment de l'ovulation, l'ovocyte ne trouve toute seule. Donc, tu es associé à la corona radiata. C'est-à-dire la partie qui est la partie corona radiata, mais aussi le cellule folliculaire. Mais chez Kamel, mais une partie de notre l'ovocyte type 2, pardon. D'accord? Et le reste, c'est le follicule déhiscent, devient follicule déhiscent. D'accord? C'est clair? Et toujours, on a la présence des tecs internes et des tecs externes. Vous me suivez? Et on trouve la membrane de... Les cellules de la tech interne et externe qui entourent la membrane de Slavjensky. Non, la membrane de Slavjensky, elle est la tech interne. C'est-à-dire juste au-dessous de la granulosa. Oui. À quelques minutes. Et donc, je répète pour le follicule déhiscent. On a dit que donc l'ovocyte a repris la méiose. Et donc, il va se transformer en ovocyte 2 avec l'expulsion du premier globule polaire. Donc, Madame, la deuxième, oui. Madame, ici, pour le follicule déhiscent, Oui. j'ai pas compris ce que vous venez de dire sur ça. Le follicule déhiscent. Là, on a donc. Vous avez dit à sa sortie, il va être entouré de la corona radiata, c'est ça? L'ovocyte, je parle de l'ovocyte. Donc l'ovocyte 1, au cours du follicule de 2 graphes, c'est-à-dire le follicule mûr. Et donc on a l'entrant, ça c'est l'entrant qui est rempli de liquide folliculaire. Ça c'est l'ovocyte 1, donc entouré par quoi? Par des cellules folliculeuses qui sont disposées radialement, qui forment la corona radiata. Et ça c'est quoi? C'est le cumulus ophorus. Toujours c'est des cellules hadouma. Donc là, lors de l'expulsion, c'est-à-dire vers au moment de l'ovulation, le G14, donc la partie qu'elle. D'accord? Ce que vous voyez ici. Donc c'est des cellules de la corona radiata à l'ovocyte avec aussi du liquide folliculaire. Il y a pas de appelé le follicule déhiscent. D'accord? Oui, merci. Et donc, le follicule déhiscent va subir des transformations. Donc, la granulosa et la membrane de Slavjensky, donc, ils vont se plisser. Et les cellules de la tech interne, donc, ils vont former des amas. Et aussi les capillaires sanguins, donc les capillaires sanguins des tecs, donc des tecs, c'est-à-dire ce sont des capillaires qui sont de type synovial, donc ils vont, c'est-à-dire ils vont disparaître rapidement et des fois ils vont pénétrer aussi dans la granulosa, d'accord? Donc jusqu'à la granulosa. Des fois de par exemple rupture, il contient du sang, c'est-à-dire rupture des capillaires sanguins, donc il y aura du sang. Avec le sang, il y aura au niveau de la cavité folliculaire, c'est-à-dire au niveau de l'entrant. Ils vont former le coagulant central.
C'est-à-dire, on le verra après l'évolution des follicules, pour les follicules involutifs. Ou bien au niveau du corps jeune. D'accord? C'est clair? C'est clair pour le follicule déhiscent? C'est clair ou non? Madame, si vous pouvez la répéter juste, c'est répétant. S'il vous plaît. Je répète? Oui. Je répète pour le follicule déhiscent? Oui, madame. Alors, donc, au cours de l'ovulation, je connais la rupture. C'est le follicule de 2 graphes, le follicule mûr. Le follicule mûr, on a fait une cavité, une grande cavité, c'est l'entrant, ça s'appelle l'entrant. Et on a aussi l'ovocyte, donc 1. Et l'ovocyte 1 est entouré par la corona radiata. Et le disque s'appelle donc le cumulus ophorus. D'accord? Et à la périphérie, donc, il y a les cellules de la tête interne et la tête externe. Donc, au moment de l'ovulation, suite à une décharge de LH, donc il y a donc expulsion d'abord de l'ovocyte. Et l'ovocyte, d'abord, il va subir commence sa division méiotique. Donc, c'est une méiose réductionnelle. Donc, il y a donc, ouverture de l'épithélium, parce que même l'épithélium germinal, la bugine, tout ça, il y a un pour sortir, l'ovocyte. Et donc, à ce moment-là, il y a la division de l'ovocyte 1, il va donc se transformer en ovocyte type 2, le premier globule polaire, ou l'ovocyte 2, donc, a un chromosome. Donc, c'est une cellule haploïde. D'accord? Et donc l'expulsion de l'ovocyte 2, la hache est toute seule. Donc, elle est associée avec les cellules, c'est-à-dire la corona radiata, mais aussi du liquide folliculaire. Le reste, donc, on a la déhiscence du follicule, il se fait par un point de saillie ou bien le stigma. Ça s'appelle le stigma ou bien l'apex. D'accord? C'est le stigma. Donc, le reste, c'est le follicule mûr. Donc, c'est le follicule déhiscent. D'accord? Donc, le follicule déhiscent va subir des transformations. Les transformations, c'est quoi? Donc, on a la granulosa et membrane de Slavjensky qui vont se plisser. On a aussi les cellules de la tête interne, donc qui vont former des amas. Et donc, on a les capillaires sanguins, des têtes, donc qui vont donc pénétrer au niveau de la granulosa. D'accord? Parce que là, à la périphérie. Donc, ils vont pénétrer à l'intérieur. D'accord? Et donc, par la suite, il y a des fois où il y a une rupture des capillaires sanguins et donc il y aura formation du sang ici. C'est-à-dire le sang, au niveau des cavités folliculaires, ce qu'on appelle le coagulant central. Coagulant central, voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, madame, merci. Maintenant, donc, le follicule déhiscent, il va se transformer en corps jaune. Donc, en corps jaune. Il y a 2 voies. S'il y a fécondation, il devient corps jaune gestatif. Très bien. Persiste 3 mois. Les 3 premiers mois. Et s'il n'y a pas de fécondation, c'est un corps jaune progestatif qui persiste pendant 14 jours, 10 à 14 jours. Très bien. Et donc, le corps jaune, ou le corps, donc plus précisément, on parle de corps progestatif, s'il n'y a pas de fécondation. D'accord?
Donc, on a dit que c'est un corps qui dit, donc progestatif, qui dure 14 jours. Et donc, peut persister encore, c'est-à-dire des fois, il peut persister jusqu'à 1 ou 2 cycles. D'accord? Après la dégénérescence du corps progestatif débute par, donc, soit une surcharge graisseuse des cellules lutéales. Parfois, donc, il se produit d'emblée une transformation fibreuse ou bien fibroyale. D'accord? Donc, qui lise donc le corps et obstrue les vaisseaux. Et donc, il va devenir, c'est-à-dire un corps fibreux, donc qui est appelé le corpus albicans ou bien le corps blanc. D'accord? Et s'il y a fécondation, donc le corps jaune, on a dit que appelé gestatif, donc il va augmenter de taille et les cellules de follicules, c'est-à-dire de corps gestatif, deviennent des cellules plus volumineuses. D'accord? Même la vascularisation devient vraiment riche. D'accord? Et donc il persiste, on a jusqu'à 3 mois pour assurer le maintien de la grossesse pendant les 3 premiers mois de grossesse. Les 3 premiers mois de grossesse, voilà. Donc, jusqu'à le placenta prendre la relève. Et donc, par rapport aux modifications qui vont, donc, c'est-à-dire les modifications s'il n'y a pas de fécondation, donc le corps, c'est-à-dire le follicule déhiscent, va se transformer donc en corps progestatif et donc il devient, donc c'est une structure qui est endocrine, donc grâce aux cellules qui se présentent, c'est-à-dire comme les cellules de la tête interne. Donc les cellules de la tête interne vont sécréter quoi? De progestérone ou des oestrogènes? Estrogène. D'oestrogène, très bien. Et aussi, pour s'il y a fécondation, c'est-à-dire dans le cas du corps gestatif, donc c'est les deux, progestérone et oestrogène aussi. Très bien. Très bien. Donc maintenant, je passe aux follicules involutifs. Les follicules involutifs, c'est-à-dire, par exemple, à un stade donc, quelconque de la maturation folliculaire, donc l'évolution d'un follicule, donc il peut s'arrêter. D'accord? Donc, il y a le follicule appelé alors involutif. Donc, il y a donc plusieurs types de follicules involutifs, c'est-à-dire en fonction Madame, oui. La diapo est bloquée, je pense. Non, Il n'y a pas d'autre schéma. C'est le dernier schéma. Ce que vous voyez ici, donc, je parlais un petit peu sur le. On a parlé sur les petits gens. Et donc, par rapport aux follicules involutifs, je dis que les follicules involutifs, c'est-à-dire un stade de la maturation folliculaire. Donc, par exemple, un follicule avant d'arriver au stade préentral, c'est-à-dire follicule primaire, il va se transformer en follicule secondaire. Après, il y a donc, même pour, par exemple, un follicule tertiaire aussi, ils s'arrêtent leur maturation. Donc, là, on dit que c'est un follicule qui est donc involutif. Et donc, là, on décrit plusieurs types de follicules involutifs. En fonction de leur aspect, c'est-à-dire l'aspect, le type de follicule évolutif qui leur donne naissance, donc soit un follicule donc dégénératif, ou bien tychogène, ou bien kystique. D'accord? Par exemple, pour les follicules qui n'ont pas donc atteint le stade préentral, par exemple. Et donc, ces follicules, ils sont dépourvus de tête interne. Donc, maintenant, je suis une tête interne. Et donc, là, ils vont, après, ils vont former, c'est-à-dire, ils s'arrêtent ici. Et donc, ils vont former des follicules dégénératifs. Donc, ils vont disparaître rapidement sans laisser des traces dans le stroma cortical. D'accord?
pour, par exemple, les follicules cavitaires, c'est-à-dire les follicules cavitaires comme le cas du follicule donc, tertiaire ou bien les follicules de 2 grammes. Et les follicules, pardon, ce sont des follicules cavitaires. Donc, qui a, par exemple, de diamètre moins que le follicule de 2 grammes. Et donc, il va se dégénérer et donc laisse donc persister l'urtèque interne. Donc, toujours, il y a la persistance de l'urtèque interne sous forme d'une lame qui est fibreuse et ondulée. Donc, ce qu'on appelle, là, c'est des follicules atrésiques. D'accord? Donc, toujours, le follicule cavitaire, c'est-à-dire comme le cas de follicule tertiaire, ça présente un diamètre inférieur à 1 millimètre. Et donc, la tête interne, donc, la tête interne persiste, d'accord? Et donc, il va, c'est-à-dire devient comme si une lame fibreuse, donc, et ondulée aussi. Et donc, là, on peut aussi des follicules atrésiques, d'accord? Sur le hédic lanal, il s'appelle aussi la membrane d'atrésie folliculaire. Si par exemple, là, dans le cas du follicule de 2 grammes, donc là, donc, mais le développement, c'est-à-dire pour devenir un follicule déhiscent, ça, l'ovulation et tout. Donc là, il y a la maturation de le follicule. Et donc, c'est-à-dire au niveau des, c'est-à-dire comment dirais-je, leur cavité devient kystique. Donc, là, il y a un follicule kystique, involutif kystique. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Et aussi, même aussi dans les cas, les follicules cavitaires, par exemple, il y a rupture des vaisseaux sanguins, ils vont former, c'est-à-dire les cavités, ils vont former par, c'est-à-dire du sang. Avec le sang, les capillaires sanguins, ils vont former ce qu'on appelle des follicules hémorragiques. D'accord? Donc, les cavités sont remplies de sang. Madame. Oui. Quand on dit un follicule kystique. Oui. Quand? C'est-à-dire kystique, comme des kystes. Donc, il va former des kystes, comme dans le cas ici. Genre, il y a la maturation تاعو. Genre, il y a l'évolution. Genre, il va se dégénérer. Donc, qui fait la dégénérescence تاعو تكون kystique, c'est-à-dire pas le liquide qui est là, après il sera la dégénérescence de le follicule. D'accord? C'est clair? Madame. Oui. Oui. Oui, c'est bon, merci. Vous m'entendez? Oui, madame. Le cas aussi de follicules hémorragiques aussi. Les follicules hémorragiques, c'est-à-dire toujours la cavité, tous les remplis du sang. C'est-à-dire il y a des capillaires. La dégénérescence terreau, qui fait par le sang. C'est-à-dire les capillaires sanguins, donc ils vont faire au niveau de cette cavité, donc ils sont remplis de sang. Et donc, par la suite, le follicule il va se dégénérer. Donc, il devient un follicule hémorragique. D'accord? Et donc, on a les follicules involutifs, c'est-à-dire qui conservent leur tête interne. Donc, ils sont appelés donc, des follicules tychogènes, parce qu'on a les follicules tychogènes kystiques, les follicules tychogènes hémorragiques, tout ça. D'accord? Qui gardent leur tête interne. D'accord? Et aussi, il y a des follicules dégénératifs, comme le cas, par exemple, des follicules au premier stade, c'est-à-dire avant d'arriver au stade, c'est-à-dire antral, c'est-à-dire pré-antral, les stades pré-antral, voilà, primaire, primordial, primaire, secondaire, tout ça. Ça, une dégénérescence, c'est-à-dire atrésie, voilà, comme une atrésie. Madame. Oui. Vous pouvez répéter pour le follicule tychogène kystique. Follicule tychogène kystique. Donc, follicule tychogène kystique, je dis que, donc, là, c'est-à-dire les follicules qui sont supérieurs à 1 mm.
donc de diamètre à 1 millimètre. Donc, les cavités, l'évolution, c'est-à-dire de ce follicule, toujours, elle concerne, c'est-à-dire leur cavité folliculaire, et par la suite, donc, il va se dégénérer par, c'est-à-dire ce qu'on appelle follicule kystique. D'accord? Madame, avec par le follicule, la cavité qui contient le liquide folliculaire. D'accord. Madame, il y aura toujours persistance de la teck interne. Oui, pour les Técogènes. follicules involutifs técogènes, toujours ils gardent leur teck interne. Et pour l'externe, elle va dégénérer. Oui, l'externe ne parle pas, donc ma D'accord. Voilà. Et pour le plissé, le técogène plissé. Le técogène plissé. Plissé, c'est-à-dire toujours, elle garde avec la teck, mais il y a un plissement. Genre, le follicule devient plissé. Une dépliation, comme si. Oui, madame, j'ai compris. Oui. Voilà. Donc, mais toujours garde leur teck interne. D'accord? Oui. C'est clair pour les follicules? Oui. C'est clair? Oui. Très bien. Donc, on a terminé les ovaires. Donc, on fera un cours le samedi ou lundi. Madame, samedi de préférence pour terminer. Le samedi, on a de chimie. Non, on a physio. Samedi, on a physio. Tous les samedis qui sont passés, on a fait histo puis physio. Donc ne dites pas à mon avis. La dernière de physio. De préférence le samedi. Oui, pour avoir. Oui, madame. Samedi. Le samedi. Oui. Je pense que ça arrange tout le monde. Donc, samedi, à quelle heure? On fait tout quand même. Hein? À 13h. Ah, mais madame, 13h30. Et physio, elle va faire un physio, c'est un peu long. Oui, madame, alors on va faire à 13h. À 13h. À 13h. À 13h? Oui. Donc, Inch'Allah, on fait à 13h. Donc, parce que c'est quand même, c'est un cours un peu long. C'est l'embryologie et la structure. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il écrit là le temps pour faire les deux parties? Je n'ai pas compris. Donc, on fait Inch'Allah à 13h. D'accord? Oui. Oui. Ok. Allez, merci pour votre attention. Je vous laisse. Bon courage. Merci. Merci, bonsoir.